Bonjour tout le monde. On va commencer la conférence, le webinaire. Bonjour, mon nom est Patrice Bellefleur. C'est moi qui animerai en fait le webinaire d'aujourd'hui. Euh, avant de laisser la parole au présentateur qui va présenter la conférencière d'aujourd'hui, je vous donnerai quelques conseils en fait d'usage. Par exemple, nous vous demandons en fait d'arrêter votre caméra, donc de fermer votre caméra. Au bas de votre écran, vous avez un petit icône où vous pouvez cliquer dessus et arrêter la vidéo. On vous demande d'arrêter de fermer votre caméra pendant la présentation. Vous pouvez aussi activer la boîte de chat. Pour l'activer, vous pouvez cliquer en fait sur l'icône avec la bulle en bas à droite. Pendant la présentation, on vous demande de fermer votre micro et votre vidéo. La période de questions, en fait, se fera à la fin de la présentation la présentation va durer à peu près une quarantaine de minutes. C'est ça. Maintenant, je laisserai en fait la parole à Yann Boulanger pour présenter la conférencière d'aujourd'hui, qui est Annie-Claude Bellil. Donc voilà. Yann, je te passe la parole. Ça sera pas bien long. Ah, et voilà. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Yann Boulanger. Je suis chercheur scientifique en écologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides. Puis je vous souhaite la bienvenue déjà à ce quatrième webinaire d'une série de 6, dont le titre est Un regard vers le futur, impact des changements climatiques sur la forêt québécoise et outils d'adaptation. Donc, on le sait, les changements climatiques devraient avoir d'énormes répercussions sur les écosystèmes forestiers, puis ceux situés au nord étant parmi les plus menacés. Au Québec, les répercussions risquent d'être multiples à la fois sur les écosystèmes et sur le secteur forestier. Puis c'est pour ces raisons que le Service canadien des forêts a entrepris ce qu'on a appelé une analyse intégrée régionale des impacts des changements climatiques sur les forêts du Québec, avec plusieurs partenaires, dont le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Bureau du forestier en chef, Environnement et Changement climatique Canada, l'Université Laval et, entre autres aujourd'hui, avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, plusieurs projets de recherche ont été menés sous cette analyse-là, lesquels sont présentés justement dans les prochaines semaines jusqu'au 24 février. Il reste encore deux autres présentations la semaine prochaine et le 24, donc chaque mercredi à 10h30. Donc, le webinaire d'aujourd'hui porte sur allier modélisation forestière et savoir autochtone pour évaluer la durabilité des paysages boréaux en transformation. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente la conférencière d'aujourd'hui. Il s'agit de Madame Annie-Claude Bellil. Annie-Claude, elle est étudiante au doctorat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Puis depuis 5 ans, elle travaille en collaboration avec la Première Nation de Abitibi-Winni et la Nation Cri d'Oujé-Bougounou pour étudier les impacts des changements environnementaux sur les paysages boréaux. Donc, à la frontière entre les sciences naturelles et humaines, ces champs d'intérêt comprennent l'écologie de la forêt boréale, la relation au territoire et les interactions entre les savoirs autochtones et scientifiques. Donc, tout le monde, je vous souhaite un très bon webinaire, puis je laisse maintenant la parole à Annie-Claude. Alors, bonjour à tous. Je vais juste arranger ma fenêtre PowerPoint pour être capable d'utiliser le pointeur. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais. Voilà. Donc, je suis bien contente de venir vous présenter aujourd'hui les travaux, pas mal de l'ensemble de mon doctorat qui tire à sa fin. Que j'ai réalisé sous la direction de Hugo Asselin à l'UQAT et en collaboration avec de plus en plus de monde avec le temps qui passe. Donc, j'ai mis une petite liste ici des principales personnes qui ont été impliquées d'un point de vue scientifique là, à une étape ou à une autre de mon projet de recherche qui porte sur l'impact des changements environnementaux sur la valeur des territoires autochtones. Donc là, j'ai pas préparé une grande présentation sur les changements environnementaux là, parce que j'ai assumé que vous aviez assisté probablement à quelques webinaires déjà. Mais un petit rappel, donc les changements qui se passent puis qui vont se passer dans le futur en zone boréale,
Ben, d'abord, on a des changements climatiques qui viennent altérer le régime de feux de forêt, qui viennent changer la composition, la structure des paysages forestiers et changer aussi la fréquence et l'intensité des événements météo comme les sécheresses, les chablis. Au changement climatique, ben, s'ajoute la foresterie avec les coupes forestières qui ont un effet rajeunissant et uniformisateur qui crée une homogénéisation des paysages forestiers, qui viennent aussi faire de la fragmentation avec des chemins forestiers qui s'étendent de plus en plus vers le nord dans la forêt commerciale. Et de plus en plus, on entend parler aussi de plantation puis de sylviculture intensive qui ajoute un autre type de perturbation à cela. Il y a aussi, on en parle un peu moins souvent, mais toutes les perturbations et les changements qui viennent du secteur énergétique au Québec, c'est principalement l'hydroélectricité par les réservoirs, puis aussi par les lignes de transmission qui ont une emprise assez importante. Là, c'est une 60aine de mètres qui s'accumulent dans certaines régions parce qu'il y en a plusieurs. Dans l'Ouest canadien, on pourrait ajouter aussi tout ce qui est extraction des combustibles fossiles puis prospection. Puis finalement, ben, il y a l'industrie minière qui est très présente tant pour la prospection que pour l'extraction de minerais avec des projets actifs ou en développement un peu partout en zone boréale. Et aussi beaucoup de sites miniers abandonnés qui sont parfois restaurés, parfois non, puis qui créent des enjeux aussi de contamination dans certains secteurs. Ces changements-là ont des impacts cumulatifs sur les paysages et les écosystèmes forestiers. Puis ces impacts-là viennent transformer les paysages, puis ça a des conséquences sur la valeur des paysages forestiers. Bon, c'est quoi la valeur des paysages forestiers? Ben ça, c'est une question qui est très subjective puis qui dépend de la lunette avec laquelle on regarde la forêt. Par exemple, ben, c'est facile à comprendre. Là, si on regarde la forêt à travers la lunette de la forêt commerciale puis de l'industrie forestière, ben là, la valeur se calcule en termes de volume, de qualité du bois et compagnie. Si je mets la lunette de conservation, ben là, la valeur des paysages pourrait se regarder en termes de biodiversité, espèces rares et compagnie. Et si on met une lunette, par exemple, autochtone, ben en fait, c'est cette lunette-là que j'ai mis pour mon doctorat. Qu'est-ce qui donne de la valeur au paysage forestier? Donc, c'est un peu à cette question-là que dans mon projet, on a tenté de répondre. Donc, petit aperçu rapide des communautés autochtones au Québec. Dans la zone boréale, là, on est à peu près ici. Il y a vraiment plusieurs nations et communautés qui sont installées dans ce coin-là. Donc, vous avez en rouge les communautés Anishinaabe. En jaune, c'est les communautés Cri. Orange, c'est les Atikamekw. En mauve, ici, c'est les Inuits, puis les Hurons-Wendat aussi qui ont un peu de territoire. Je ne traverserai pas le Saint-Laurent pour la présentation parce que moi, je m'intéresse à cette zone-là ici. Donc, il y a plusieurs communautés qui sont installées en zone boréale, dans le fond, puis qui ont une relation très proche au territoire. Cette relation-là au territoire, dans les communautés, elle est très particulière, elle est unique, elle est profonde et elle contribue au bien-être des personnes qui vivent sur le territoire parce que ça contribue au mode de vie en fournissant de la nourriture, une façon de vivre sur le territoire, du matériel pour l'artisanat. Ça contribue aussi à la culture, la transmission de la langue, la transmission des connaissances, puis ça contribue aussi à l'identité. Donc, c'est trois fondements du bien-être dans les communautés en zone boréale. Les photos que j'ai mises ici, c'est des photos de la vie normale dans les communautés là, que j'ai prises pendant mon terrain. Donc, il y a une trappe pour la martre, quelqu'un qui est en train de fabriquer des pagaies. Ici, il y a des aînés à Ojibougoumou qui sont en train de préparer une peau d'orignal, une martre qui sèche. Donc, c'est pas des éléments de patrimoine, là, c'est la vraie vie des gens qui vivent dans les communautés. Et cette relation-là au territoire, elle vient avec des savoirs écologiques autochtones. Donc, ceux qui travaillent un peu dans le domaine, peut-être que vous avez entendu savoir écologique autochtone, savoir écologique traditionnel, savoir écologique locaux. Bon, il y a des petites nuances, là, mais c'est tout un peu la même famille. Il y a un paquet de définitions qui existent. Je vous en présente une que j'aime particulièrement parce qu'elle est facile à comprendre, puis en même temps, elle est assez englobante. C'est la typologie de Usher.
qui décrit les savoirs autochtones en 4 types. D'abord, le plus facile à comprendre, le plus concret, tangible, c'est les savoirs factuels sur l'environnement. Ça peut être des observations. Là. Par exemple, je sais qu'il y a des orignaux sur la montagne, j'en ai vu. Ou si on remonte une couple de générations, je sais qu'il y en avait avant parce que mon grand-père me l'a dit. Ça peut être aussi des inférences. Je sais que l'orignal est sur la montagne parce que je sais que sa nourriture est là. Donc, je connais son habitat, j'infère qu'il y a des orignaux là. Ensuite de ça, ça peut être des savoirs aussi qui sont liés aux usages de l'environnement ou de la nature. Par exemple, des techniques de chasse, de pêche traditionnelle, de préparation, de peau, de tannage et compagnie, artisanat, tout ce qui est les savoirs liés aux plantes médicinales, ça rentre dans cette catégorie-là. Ensuite de ça, on se dirige vers le plus intangible. Il y a les savoirs liés aux valeurs. Donc, qu'est-ce qu'une bonne forêt ou qu'est-ce qu'un environnement souhaitable? Qu'est-ce qui est bon pour l'environnement? Là, j'ai mis une photo de coucher de soleil parce que ça, tout le monde s'entend. Là, c'est beau, on aime ça, un coucher de soleil boréal. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est une forêt diversifiée? Est-ce que c'est une forêt mature? Donc, ça aussi, ça varie selon le système de connaissances locales. Puis finalement, encore plus intangible, mais pas tant que ça, vous allez voir, tout ce qui est la relation de la nature avec la cosmologie. Donc, l'humain dans le monde, dans la nature, où est-ce que ça se place? Dans les communautés, puis dans les cultures, il y a plein d'histoires de création du monde qui impliquent les animaux, qui ont chacun leur rôle et tout ça. Donc, c'est vraiment toute une perception du monde et de la nature dans le monde. Donc, on pourrait comparer ça d'un point de vue anthropologique avec une perception plus biocentrée du monde ou anthropocentrée, ça rentre dans cette catégorie-là. Puis, pourquoi est-ce qu'on voudrait allier savoir autochtone et scientifique? Bon, moi, j'aime bien ça, les informations classées en catégories, fait qu'on continue. Ici, j'ai 3 raisons, 3 fonctions des savoirs autochtones dans les modélisations scientifiques principalement, puis travaux scientifiques. Bien, d'abord, il y a une fonction substantive. Ça veut dire pour améliorer les informations dont on dispose pour mieux comprendre la nature. C'est basé sur la complémentarité qui a été démontrée beaucoup entre les savoirs autochtones et scientifiques et qui s'exprime notamment par les différentes échelles spatiales et temporelles sur lesquels portent ces savoirs-là. Par exemple, les savoirs scientifiques ont souvent une échelle plus large et une portée temporelle relativement limitée, alors que les savoirs autochtones sont beaucoup répétés pendant plusieurs fois au cours d'une vie, puis même au cours de plusieurs générations, à un endroit des fois plus restreint. Là, on va regarder les échelles tantôt. Mais donc, il y a une différence d'échelle puis une complémentarité ici. Ensuite de ça, il y a une fonction normative qui a trait à la légitimité des savoirs qui sont créés. Donc ça, c'est l'intégration en fait de toutes les parties prenantes du territoire dans la création des savoirs, puis aussi dans la légitimité des décisions d'aménagement puis de gestion du territoire qui pourraient en découler. Finalement, il y a une fonction instrumentale, donc qui concerne l'autonomisation ou empowerment dans les communautés, puis techniquement pour développer des savoirs qui répondent aux préoccupations puis aux besoins des communautés, puis développer vraiment une expertise à l'intérieur des communautés pour développer des connaissances puis des partenariats dans lesquels ils sont impliqués directement. Ce qui m'amène aux objectifs de mon projet de recherche, là, presque l'ensemble de mon doctorat que je vais aborder ici dans cette présentation-là. Il y en a 2 principaux. Le premier, c'est évaluer l'impact des changements environnementaux sur les paysages autochtones, qui est assez large, on va voir. Mais le deuxième, qui s'est ajouté en cours de parcours, c'est de développer une méthode pour mettre en commun les savoirs autochtones et scientifiques qui soient appropriés au contexte local au Québec. Québec boréal même. Je vous présente le terrain sur lequel j'ai travaillé, donc la zone d'études. J'ai travaillé en partenariat avec 2 communautés. La Première Nation Abitibi-Winni, le territoire que vous voyez plus à l'ouest, et la Nation Cri d'Oujé-Bougmo. Donc, la Première Nation Abitibi-Winni, c'est une nation Anishinaabe. Je vais vous en parler un petit peu plus dans la prochaine diapo. La communauté, elle s'appelle Picogan, là. Picogan, Abitibi-Winni, on parle de la même chose. Picogan, c'est le nom du village et Abitibi-Winni, c'est le nom de la Première Nation.
Le territoire est situé un peu au nord de la communauté, principalement en paissière à mousse, un petit peu en sapinière, mais la plus grande partie est en paissière, principalement en ceinture d'argile. Donc, on est au nord de l'Abitibi, puis l'ouest aussi du nord du Québec. Puis la nation crie d'Oubidji-Bougoumou est située tout près de Chibougamau, puis il a son territoire au nord puis au sud là, de la zone de Chibougamau-Chapitre, disons comme ça, en paissière à mousse principalement. Exclusivement, je pense. Et j'ai travaillé à l'échelle du terrain de trappe familiale. Donc ça, c'est les divisions territoriales que vous voyez sur la carte. C'est vraiment à l'échelle de l'utilisation du territoire. Donc la manière dont ça fonctionne, les terrains de trappe, c'est qu'ils sont divisés entre les familles de la communauté pour les deux nations, en tout cas, c'est organisé comme ça. Puis, ben, la famille a souvent plusieurs camps sur leur terrain de trappe qu'ils utilisent pour différentes fonctions. Là, la chasse à l'outarde, la chasse à l'orignal, la chasse la trappe du lièvre, bon, toutes sortes de fonctions. Puis, la vie sur le territoire s'organise vraiment à cette échelle-là du terrain de trappe. Puis, les terrains de trappe sont passés aussi généralement d'une génération à l'autre dans la même famille. Donc, on peut regarder un peu à quoi ça ressemble ces communautés-là à l'intérieur. Ça, c'est la Première Nation Abitibi-Winnie. J'ai mis des photos, bon, des bureaux, là. Ça, c'est les bureaux des partenaires là-bas, mais aussi des photos, juste un peu de publicité, là, du powwow qui n'a pas eu lieu l'année passée, mais d'habitude qui a lieu fin juin. Si vous avez une occasion un jour d'y aller, c'est vraiment le fun. Bon, puis la Nation crie d'Oubidji-Bougoumou qui est située, comme je vous disais, près de Chibougamau, avec un magnifique musée qui a été désigné par un architecte. En tout cas, je ne m'étendrai pas sur le tourisme, là, mais voilà, si vous avez une occasion d'aller faire un tour aussi, ça vaut le détour. Et je vous présente maintenant l'équipe de recherche collaborative avec qui j'ai travaillé. Donc, faire de la recherche collaborative, ben, ça donne l'occasion de travailler avec toutes sortes de beaux mondes, tant qui viennent du milieu de la recherche puis scientifique que dans les communautés. Maintenant, la structure de mon projet de doctorat et un peu de la présentation aujourd'hui, c'est un devis de recherche qu'on appelle mixte et séquentiel. Mixte parce que ça allie des méthodes qualitatives et quantitatives, puis séquentiel, ben, c'est parce que l'une arrive avant l'autre, puis les méthodes quantitatives dépendent de ce qu'on a fait avant avec le qualitatif. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va parler vraiment plus de la partie à droite, là, le travail que j'ai fait en partie avec le Service canadien des forêts en modélisation, mais je tiens à vous présenter quand même un petit peu d'où ça vient tout ça, puis ça vient de ce qu'on a fait, le travail en arrière de ça avec les méthodes plus qualitatives. Donc, la première étape, ben, ça a été de développer un cadre conceptuel qui était adapté justement au contexte, puis qui émergeait un peu des savoirs locaux puis des préoccupations des communautés. L'approche pour évaluer, ben pour aborder la relation au territoire, c'est une approche par les pratiques de paysage. Donc, cette approche-là, en fait, c'est elle qui s'est surtout présentée à nous lors de notre première réunion en 2015, si je ne me trompe pas, ou 2016 avec les partenaires. Bien là, on savait qu'on voulait travailler sur les changements environnementaux, les impacts, puis tout ça. Puis ce qui est ressorti très, très rapidement, c'est que ben, pour nous, je paraphrase ce que les partenaires des communautés ont dit, mais tu sais, ce qui compte, c'est la chasse, la pêche, la trappe. C'est ça qui est important pour les communautés. Donc, à partir de ça, on a fait une liste de 6 pratiques qui est importante pour les deux communautés, puis qui étaient sensibles à l'état de la forêt puis aux changements environnementaux. Donc, on a travaillé, là, pardonnez la diapo en anglais, c'est tiré d'un article, sur la chasse à l'orignal, la chasse à l'outarde, la bernage du Canada, mais une fois j'ai dit ça, puis on dit, non, ici on dit outarde. Fait que maintenant je dis outarde. Fait que la chasse à l'outarde, la pêche, la trappe, le ressourcement, donc la capacité de retrouver son énergie puis de se recentrer en allant sur le territoire, puis l'éducation des enfants, mais pas juste des enfants, là, tout ce qui est transmission culturelle, apprentissage de la langue et tout ça. Donc ça, c'est nos 6 pratiques qui vont revenir tout le long de la présentation, puis qui sont revenues tout le long aussi du projet de recherche. Puis ce qu'on a fait,
Dans un premier temps, pour la première collecte de données, on s'est rendu dans les communautés, on est allé rencontrer les experts du territoire. Donc, souvent, c'était les gestionnaires du territoire familial, du Trapline là, chez les CRI en anglais. On avait des grandes cartes comme sur la photo du territoire plastifiées. Puis pour chacune des pratiques, là, ici par exemple, c'est l'orignal, on demandait aux personnes, aux participants, d'indiquer sur la carte avec des crayons rouges puis des crayons verts les endroits qui donnaient de la valeur à leur territoire pour cette pratique-là, puis les endroits qui en enlevaient. Puis là, il écrivait sur la carte, il disait ici c'est bon, ici c'est pas bon, puis tout ça. Puis on discutait de chacun des endroits qui ont été identifiés sur la carte pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe là. Puis tout ça était enregistré et a été analysé par la suite. Là, ce qui est ressorti de ces entrevues-là, c'est 4 dimensions qui influencent la valeur du territoire pour chacune des pratiques. L'exemple que j'ai mis ici, c'est pour la pêche. La première dimension, c'est l'abondance, donc la quantité de poissons qui est disponible dans les lacs du terrain de trappe. La deuxième dimension, c'est la qualité de la ressource. Donc, pour le poisson, par exemple, c'est s'il y a de la pollution puis il y a bien du poisson, mais on ne peut pas le manger, là, la qualité est altérée. Si on reportait, par exemple, sur l'orignal, si l'orignal il est maigre, il est malade, il y a des tiques, la qualité est altérée, alors que si c'est un orignal qui est en forme et qui a mangé plein de bonnes affaires, là, sa qualité augmente. Ensuite de ça, il y a l'accès aux ressources sur le territoire. Donc, est-ce que je suis capable de me rendre? Est-ce qu'il y a des embûches qui viennent limiter cet accès-là? Ça vient jouer. Puis finalement, l'expérience vécue, qui est propre à chaque personne, là, qui dépend principalement des préférences puis des goûts. Là, l'exemple que j'ai mis ici, c'est une photo d'un fishing derby, donc un concours de pêche sur un lac. Là, c'est un peu un exemple cliché, là, mais si je m'en vais pêcher tranquille sur le lac en famille, puis que finalement, il y a 25 bateaux, là, l'expérience est altérée. C'est vrai pour chacune des pratiques, là, ça peut être altéré, par exemple, par des coupes forestières surprises qui n'étaient pas attendues, puis là, tu arrives là, puis bon. Fait que ça, c'est l'expérience. Ces 4 dimensions-là vont revenir aussi dans le modèle quantitatif que je vais vous présenter. Ensuite de ça, avant de développer le modèle quantitatif, on a développé avec les entrevues un modèle sous la forme Driver Pressure State Impact ou DPSI. Là, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un type de modèle d'impact des changements environnementaux qui est beaucoup utilisé, surtout en Europe pour les milieux aquatiques, mais qui s'est avéré assez approprié pour analyser nos données puis essayer de modéliser un peu ce qui se passe. Donc, à partir des entrevues, qui étaient toutes enregistrées, réécrites et encodées dans un logiciel d'analyse qualitative, on est parti de nos 4 dimensions que je vous disais, donc l'abondance, l'expérience, l'accès et la qualité. Puis là, on a quantifié le nombre de personnes qui avaient fait l'association avec chacune des pratiques. Donc, l'épaisseur des vagues que vous voyez est proportionnelle au nombre de participants qui ont fait cette association-là. Donc, on voit que, par exemple, pour l'orignal, c'est le lien avec l'abondance qui était le plus fréquent. Et ensuite de ça, on a construit notre modèle ici. Là, ça fait un modèle un peu complexe. Là. Je ne vous le présente pas au complet, mais il y a certaines variables clés qui vont revenir, puis c'est important de comprendre de quel endroit ils viennent. Donc, à chaque fois qu'il y avait une mention d'une association entre un impact et le territoire, c'est rentré dans la base de données. De la même façon, le modèle est tout construit de la même façon. Là, on ne les regarde pas toutes, mais ceux qui ressortent, qui vont revenir principalement, c'est trafic, donc la quantité de monde qui se promène sur le territoire, la structure d'âge de la forêt, le réseau routier aussi, la densité du réseau routier, la composition de la forêt, donc les espèces d'arbres qu'on retrouve. Ensuite de ça, toujours dans notre logiciel d'analyse qualitative, on est capable d'associer ces états-là du territoire à des pressions, donc des processus qui ont lieu sur le territoire. Il y en a plusieurs. On retient les coupes forestières, les changements de la répartition des espèces et les feux de forêt, qui finalement sont associés à des drivers, donc des grandes forces qui influencent le système.
Il y en a 4 qui sont ressortis. L'industrie forestière ou les coupes forestières, l'industrie minière, les changements climatiques et le développement hydroélectrique. Pour la suite, on en a retenu 2. Donc, l'industrie forestière et les changements climatiques. Donc, c'est sûr que dans l'idéal, on les aurait tous gardés, là, mais la modélisation, c'est une simplification de la réalité. Donc, on est parti du modèle qui est quand même sorti des entrevues pour proposer un modèle simplifié qui ressemble essentiellement à ça. Donc, en haut, on a la foresterie et les changements climatiques qui viennent influencer la végétation. À côté, on a toutes les perturbations là, qui ont été regroupées au niveau de la fréquentation, réseau routier, route principale, transport de bois, qui ont été regroupées dans une variable perturbation. Et tout ça vient influencer l'abondance, l'accès, la qualité, l'expérience associée à chacune des pratiques. Ce qui m'amène maintenant à passer aux méthodes plus quantitatives, ben pas plus, là, carrément quantitatives du projet. Donc, on a construit un modèle qu'on appelle un réseau bayésien. Donc, c'est une approche probabiliste. Je vous l'explique rapidement parce qu'on utilise pas ça, c'est pas si courant que ça en écologie, mais c'est particulièrement approprié pour combiner des sources d'information, ici les savoirs scientifiques qui viennent de la modélisation, puis les savoirs autochtones qui viennent du terrain. Je vous ai mis un petit exemple tout simple pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, un réseau bayésien, dans le fond, il y a des variables qui sont unies entre elles dans un diagramme qui représente les associations statistiques entre les variables. Là, l'exemple un peu bête que je vous ai donné, c'est le genre et l'âge qui influencent la taille d'un individu. Donc, c'est des variables ici discrètes. On peut le faire avec des variables continues, là, mais moi, je l'ai fait en catégorie. C'est beaucoup plus simple, mathématiquement parlant. Donc, ce diagramme-là est influencé par des types de probabilités conditionnelles. OK? Donc, si j'ai par exemple, j'aurais une probabilité de 0,6 d'être petit et une probabilité de 0,4 d'être grand. C'est comme ça que ça fonctionne. Cette manière-là d'aborder la modélisation, ben, elle a plusieurs avantages. Le premier, comme je vous disais, c'est d'accueillir différentes sources d'informations parce que tout est transformé en probabilité. Donc, on peut mettre des données empiriques, des données issues de la modélisation, des jugements d'experts. Ici, ça va être des experts autochtones. Les résultats sont faciles d'interprétation parce que c'est juste des probabilités. Puis, ça peut être utilisé beaucoup en aide à la décision parce que ce modèle-là, on peut lui poser des questions. C'est un peu comme un modèle, c'est comme un expert auquel on pose des questions. Puis là, il nous répond en termes de probabilité. Donc, ce modèle-là, on va le reconstruire ensemble rapidement. Donc, ben pas si rapidement que ça, mais la première étape, ben les premières informations, ils viennent des simulations LENDIS qui ont été faites avec Yann au Service canadien des forêts. Donc, l'idée, c'est de reconstruire ici l'étape de probabilité conditionnelle, comme on disait, pour les types de végétation en fonction de la foresterie et des changements climatiques. Donc, on a fait 20 scénarios. Donc, un gradient d'intensité de la foresterie, puis un gradient de changement climatique ici. Donc, la foresterie, en fait, c'est des coupes forestières. Là, on est parti de une fois les taux de coupe actuels là, à partir des données du forestier en chef. Puis, on a dit, bon, si on divise ça par 2, c'est la moitié moins. Bon, ici, c'est pas de foresterie du tout. Si on augmente le taux de coupe de 1,5 fois, de 2 fois. Même chose pour les changements climatiques. Donc, baseline, c'est pas de changement climatique. Ensuite, RCP 2,5, 4,5 et 8,5. Donc, les différents scénarios d'intensité des changements climatiques. Puis, là, on a fait des simulations sur l'NDIS 2. En fait, c'est Yann qui a fait pousser la forêt dans son ordinateur sur le territoire d'études. L'NDIS, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça a déjà été fait dans les conférences passées de façon probablement beaucoup plus habile et pertinente que je pourrais le faire. C'est un modèle de simulation qui est spatialement explicite des paysages forestiers, puis qui permet d'intégrer à la fois des processus à l'échelle du site. Donc, par exemple,
la compétition, la succession forestière, puis aussi des effets à l'échelle du paysage, comme les feux de forêt, les épidémies d'insectes et les coupes forestières. Rapidement, nos paramètres de modélisation, on a fait rouler les simulations sur la période 2000-2100. On a fait 5 réplicas par scénario. 20 scénarios, comme je vous présentais, avec un pas de temps de 10 ans. Ça veut dire qu'on a sorti les données à chaque 10 ans quand le modèle roulait. Et là, les sorties ont été regroupées à l'échelle du terrain de trappe. Donc, on revient à nos divisions comme ça. Pour chaque terrain de trappe, à chaque pas de temps, pour chaque scénario et tout ça, on a sorti le pourcentage de forêts conifériennes, de forêts mélangées, de forêts feuillues, le pourcentage de forêts jeunes, le pourcentage de forêts matures, de coupes récentes, de feux récents, donc sur les 6 dernières années. On s'est créé une énorme base de données à l'échelle du terrain de trappe comme ça, puis on a mis ça dans la machine à cluster. Donc, on a fait des regroupements des terrains de trappe qui se ressemblaient et on a créé comme ça 6 types de végétation. Là, on a utilisé les statistiques Cummings pour ceux qui s'intéressent aux statistiques, qui est une statistique de regroupement à partir de données multivariées. Ce que ça a donné, là, il y a des ordinations qui s'en viennent, attention, les voici. C'est 6 types de végétation comme ça. Donc, chaque point représente un terrain de trappe à quelque part dans les simulations, donc qui appartient à un scénario et à un temps donné. Plus les terrains de trappe sont proches, plus ils se ressemblent. Plus les points sont éloignés, plus ils sont différents. Les flèches représentent les variables là, dont je vous parlais qui ont été extraites. Donc, forêt coniférienne, forêt mature, forêt brûlée et tout ça. Donc, même chose, si un point est proche de la forêt coniférienne, ben, ça veut dire que cette variable-là est plus importante pour ces points-là. Donc, on a fait 6 profils comme ça pour chacune des communautés. Donc, chaque communauté, chaque territoire, en fait, avait son analyse propre. Fait qu'en rose, ici, par exemple, on a, pour Abitibi-Winnie, on a les forêts conifériennes matures, les forêts brûlées en haut, les jeunes forêts ici, les forêts mixtes. Bon, même chose pour Djibouti. Si on reporte ça au niveau de la variation de la végétation dans le temps selon les scénarios, ce que ça donne, là, je vous ai mis le graphique en pièces séparées. Notre gradient de changement climatique est sur l'horizontale ici. Notre gradient de foresterie est sur la verticale ici. Donc, plus c'est bas, plus il y a de foresterie, plus que c'est à droite, plus il y a de changement climatique. Là, et voilà, les changements de végétation dans le temps pour la Première Nation Abitibi-Winnie. Je vous rappelle, on est dans la ceinture d'argile ici, à l'ouest du Québec. Donc, ce qu'on observe, si on regarde l'axe changement climatique, donc pas de foresterie, on arrête de couper en 2000, puis on regarde ce qui se passe au niveau des changements climatiques. Il y a des changements, mais pas tant que ça. Donc, on a une recrudescence du rose un peu qui vient s'amoindrir au profit du jaune et du mauve. Donc, si on regarde le rose, c'est la forêt mature coniférienne au profit du jaune, donc une forêt un peu plus jeune, plus mixte, et mauve, une forêt brûlée, donc qui est passée au feu. Puis, si on regarde l'effet maintenant de la foresterie, ben là, on tombe dans le type orange et le type jaune, donc qui est dans cette section-là de l'ordination, forêt plus mixte, un peu plus feuillue, beaucoup plus jeune, coupée. Donc, ça nous donne un portrait de l'évolution de la végétation dans le temps selon les différents scénarios à l'échelle du terrain de trappe. Je vous présente les résultats maintenant pour la Première Nation, la nation Crit-au-Djibouti, pardon. Donc là, on est plus dans la zone près de Chibougamau. C'est une zone qui va être beaucoup plus influencée par les feux de forêt. Donc, les résultats sont passablement différents. Si on regarde l'effet des changements climatiques ici, ben, ce qui saute aux yeux, c'est un effondrement de manière relativement rapide du type de végétation rose. Rose, c'est des forêts conifériennes matures principalement, au profit de jaune, mauve et vert. Jaune, mauve et vert, on est dans le milieu ici, mais c'est des forêts brûlées avec une plus grande diversité de composition puis de structure aussi.
Si on regarde avec l'effet des coupes forestières, ben, on a aussi un effondrement du cluster rose, donc des forêts conifériennes matures, et au profit de orange, qui est des forêts mixtes et beaucoup plus coupées, beaucoup plus jeunes aussi. Donc ça, c'est le portrait général des projections pour les changements de végétation. Ce qui nous amène à l'autre étage du réseau probabiliste, donc l'impact de ces changements de végétation-là sur l'abondance, l'accès, la qualité, l'expérience et en lien avec les perturbations aussi. Donc là, la première partie est informée, les tables de probabilité conditionnelles, comme je vous disais, est informée par les simulations Lendis, donc la modélisation. La deuxième partie, on a utilisé des jugements d'experts, donc des savoirs d'experts, pour fournir ces probabilités conditionnelles-là. C'est qui les experts? Ben, c'est des personnes qui sont dans les communautés et qui ont une grande expérience sur le territoire, qui souvent occupent des responsabilités de gestion des territoires familiaux, qui ont une reconnaissance par les pairs au niveau de l'expertise. Et on est allé chercher, autant que possible, une diversité aussi de genre et d'âge parmi les experts. Donc, on en a rencontré 17 de ces experts-là. Ici, c'est des photos qui viennent d'Oujé-Bougoumo avec M. Charlie Bossum, qui a été très présent dans le projet de recherche là, à chaque étape, dans le fond, très généreux de ses connaissances aussi. Et Alice Wapachi à côté, qui est la partenaire de recherche qui a été très impliquée aussi à Oujé-Bougoumo. Donc, c'est les partenaires qui étaient responsables d'identifier et de recruter les experts dans les communautés, puis qui ont été rencontrés selon différents formats d'ateliers, soit individuels ou en groupe. Là, on a essayé différentes formules. La manière dont ça fonctionne, on retourne au type de végétation ici, aux ordinations. Chaque type de végétation a été reporté sur des petites cartes. Là, je les ai à côté de moi. Je ne sais pas si vous me voyez. C'est l'avantage de présenter dans son bureau. Des petites cartes comme ça qui correspondent au type de végétation qu'on retrouve. Là, il y avait un code avec des forêts conifériennes mixtes, feuillues, des coupes, des feux. Donc, les proportions qui avaient été, le centre des clusters, en fait, le centre de chaque groupe, a été reporté sur une carte comme ça. Là, les couleurs correspondent. Et ces cartes-là, en fait, on a ajouté des niveaux de perturbation différents. Là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a des zones plus perturbées et moins perturbées dans les terrains de trappe des communautés. Donc, on a ajouté une densité de chemins, de routes principales, puis de camps de chasse qui était conséquente avec la zone soit au sud, soit au nord, par exemple, pour la Première Nation Abitibi-Winnie. Donc, le niveau de perturbation générale. Ces cartes-là étaient présentées aux experts avec un petit dispositif qui ressemble à ça, inspiré d'une carte de bingo au début, mais finalement, ça a migré un peu. Donc, la manière dont l'exercice fonctionnait, je vais vous donner l'exemple pour la chasse à l'orignal, c'est qu'on demandait, bon, si on s'en va ensemble à la chasse à l'orignal, dans un territoire inconnu, la seule information qu'on a, c'est les cartes qu'on a ici. Il faut choisir où est-ce qu'on s'en va chasser, où est-ce qu'on a le plus de chances d'attraper ou de rencontrer notre orignal, pour l'abondance de l'orignal. Et puis là, la première tâche, c'était de les mettre en ordre. Donc, du meilleur au moins bon. Ensuite de ça, c'est des probabilités pour notre modèle dont on a besoin. Donc, en commençant avec les deux extrêmes pour borner notre distribution de probabilité, les experts, ils devaient répartir 10 points qui représentaient les probabilités parmi les 3 cases suivantes. Donc, est-ce que je vais être capable de répondre à mes besoins? Oui, sans aucune contrainte. Oui, mais je vais devoir m'adapter. Et non, je ne serai pas en mesure de répondre à mes besoins. Et là, ils devaient remplir comme ça pour chacun, un scénario sur 2 là, pour faciliter la tâche. Mais ils devaient remplir les cases en répartissant à chaque fois les 10 points. Puis c'est comme ça qu'on est allé chercher les probabilités conditionnelles associées à chacun des types de végétation pour l'abondance de l'orignal, l'abondance des animaux trappés, le ressourcement, chacune des pratiques puis des dimensions a été abordée. Et il devait
aussi évaluer leur incertitude. Donc, sur une échelle comme ça, là, graphique, juste mettre une petite barre pour dire s'ils étaient certains ou pas certains de leur évaluation des probabilités de répondre ou non à leurs besoins. Ça, c'est une photo là, des ateliers live, ben pas live, là, mais en pleine action. Là, je fais un peu de promotion. On a soumis cette photo-là à la preuve par l'image, le concours de l'ACFAS. Puis là, si vous avez l'occasion de voter pour la photo, puis si vous la trouvez belle, c'est ma collègue Julia qui l'a prise. Je vous invite à aller le faire si elle est sélectionnée. Bon, ça, c'est la fin de l'autopromotion. Ce qui nous ramène à notre modèle. Donc là, une fois qu'on a eu évalué ces probabilités conditionnelles-là à partir des savoirs d'experts, bien, on a toutes les informations pour assembler ça et brancher le modèle ensemble. Je vous donne un exemple de ce que ça a donné. Donc ici, j'ai pris l'exemple de l'abondance de la martre dans le temps, donc de 2010 à 2100, ici. Et la probabilité de répondre à ses besoins. Ici, j'ai mis la probabilité de la case du haut, là, la probabilité de répondre à ses besoins sans aucune contrainte, donc entre 0 et 1. Les couleurs correspondent aux différents scénarios de foresterie. Donc, en jaune, 0 fois, ça veut dire pas de coupe du tout. Et en mauve foncé, 2 fois plus de foresterie, de coupe forestière qu'on fait maintenant. Et les changements climatiques, c'est le type de ligne, là, pointillé ou pas. Dans le baseline, c'est pas de changement climatique pour la ligne pleine. Donc, ben déjà, ce qu'on voit, c'est que ça se dessine, puis il y a un effet assez clair de la couleur. Donc, l'intensité de la foresterie qui vient ici décroître la valeur du territoire pour la martre. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on combine ça avec les probabilités de répondre « Oui, ça va être correct, mais je vais devoir m'adapter ». Donc, je l'ajoute sur le graphique, là, en transparence. C'est les deux cases. Donc, oui, ça va être correct sans contrainte et oui, mais je vais devoir m'adapter. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a clairement un potentiel d'adaptation aux changements environnementaux pour être capable de maintenir dans une certaine mesure la valeur du territoire. Puis là, je vous le présente pour la martre, mais ça s'est présenté pour l'ensemble des questions qu'on a posées assez clairement. Donc, ce qui m'amène au constat numéro 1, l'adaptation offre une marge de manœuvre pour... Oh, il manque un R, mais offre une marge de manœuvre intéressante pour maintenir la valeur des paysages forestiers. On continue dans les résultats du modèle. Donc, pour le territoire Abitibi-Winnie, j'ai fait, je ne vous les présente pas tout de suite, là, ils s'en viennent, des petits diagrammes en pointe de tarte, des radars plots, je ne sais pas, des diagrammes radars, je pense en français. Donc, où chaque pointe représente une question, donc une combinaison entre une pratique puis une dimension. Par exemple, la trappe, la qualité de la martre, je l'ai mis ici, les bleuets qui se sont ajoutés en cours de route, donc l'abondance des bleuets, la pêche, la chasse à l'orignal, le ressourcement, abondance des espèces tappées, l'accès en été, l'accès en hiver et l'expérience vécue sur le territoire. Donc ça, c'est l'ensemble des questions qui ont été posées aux experts, en fait. Et là, on a encore nos axes ici, changement climatique, foresterie, comme tout à l'heure. Et là, j'ai sorti les données en 2050, qui ressemblent à ça. Donc ici, il y a deux éléments d'information qui sont présentés sur les graphiques. D'abord, la grandeur des pointes, c'est la probabilité de répondre à ses besoins sans contrainte. Donc, plus c'est grand, moins il y a de problèmes. Là, la grosse pointe ici, ben, c'est le ressourcement. Ce que ça veut dire, c'est que dans tous les cas, le territoire, c'est un lieu de ressourcement. Des fois, c'est un peu moins bon, puis tout ça, mais ça reste quand même une probabilité de répondre à ses besoins de ressourcement qui est très élevée. Puis à l'inverse, les bleuets, qui sont peut-être plus spécifiques pour la Première Nation Abitibi-Winnie, c'est une pointe qui est un peu plus petite. Ensuite de ça, le gradient de couleur, c'est un delta probabilité de oui. Donc, je vous explique. Quand c'est plus vers le mauve, ça veut dire que par rapport au baseline qui est ici, donc pas de changement du tout, on gagne des chances de répondre à nos besoins. Quand c'est vers le rouge, ça veut dire qu'on perd une probabilité de répondre à nos besoins. Donc, si on regarde ce qui se passe juste avec les changements climatiques ici, bien, on voit que le gradient de couleur n'est pas très, très élevé comparé à ce qui se passe un peu plus bas dans les graphiques. Donc, les changements climatiques pour la Première Nation Abitibi-Winnie sur la ceinture d'argile,
semble avoir des effets relativement modérés sur la valeur du territoire. Par contre, quand on regarde l'axe foresterie ici, bien, on se rend compte que quand on est à une fois les taux de coupe actuels, bien là, on commence à avoir des impacts un peu plus prononcés, puis qui viennent se clarifier plus on augmente le taux de coupe. Ce qu'on voit aussi qui est intéressant ici, c'est qu'il y a 3 pointes qui sont mauves. Ça veut dire qu'on aurait un gain de valeur pour ces 3 pointes-là. Puis là, ben, j'étais bien curieuse. Je dis, ah oui, des changements, un gain de valeur. Si on va voir ici à quoi ça correspond, ben les bleuets, donc milieu perturbé, ce qui a du sens en soi. Puis les 2 pointes ici, ben, c'est les pointes d'accès. Donc, plus de foresterie, plus de chemin. Donc, c'est logique. En tout cas, moi, j'étais contente d'avoir une certaine validation de mes données de ce côté-là. Donc, ça, c'est le portrait pour la Première Nation Abitibi-Winnie. On va aller voir pour Ojibwe-Goumou, donc un peu plus à l'est. Et vous allez voir, constat 1, donc, pardon, j'ai sauté des étapes. C'est principalement la foresterie dans cette zone-là qui semble avoir le plus d'impact sur la valeur du territoire. Pour la Première Nation, la Nation Crie d'Ojibwe-Goumou, vous allez voir, là, les pointes de tarte, c'est pas exactement les mêmes parce que des fois, il y a des variables qui sont enlevées ou ajoutées pendant les ateliers. Donc ici, par exemple, il y a l'éducation qui n'était pas là pour la Première Nation Abitibi-Winnie. Et là, on voit d'un premier coup d'œil que les graphiques sont beaucoup plus vers le rouge que vers le mauve par rapport à tout à l'heure. Et si on regarde juste les changements climatiques ici, bien, on se rend compte qu'il y a un impact qui est quand même plus important que pour la Première Nation Abitibi-Winnie, juste avec les changements climatiques. Puis ça s'explique principalement par un accroissement de l'activité des feux. C'est ça qui est lié au changement climatique. L'effet de la foresterie est très présent aussi, là, on le voit sur cet axe-là. Puis, ben, on peut observer un effet cumulatif sur la diagonale. Ce qui nous amène à notre constat numéro 3. Ici. Donc, Ojibwe-Goumou, c'est vraiment l'action combinée des changements climatiques et de la foresterie qui entraîne les changements, puis principalement une baisse de la valeur des territoires. Et ce qui m'amène déjà à la conclusion, donc que j'ai organisée avec les objectifs. Donc, un rappel, l'objectif 1, c'était d'évaluer l'impact des changements cumulatifs environnementaux sur les paysages autochtones. Donc, ce qu'on a observé, c'est que la foresterie et les changements climatiques entraînent une perte de valeur principalement pour la Première Nation Abitibi-Winnie et la Nation Crie d'Ojibwe-Goumou. L'adaptation semble avoir un bon potentiel pour limiter cette perte de valeur-là. Puis finalement, bien, on a observé des différences régionales assez importantes. Donc, l'influence prédominante de la foresterie à l'ouest sur la ceinture d'argile pour la nation Abitibi-Winnie, puis à Ojibwe-Goumou, c'est les deux vraiment foresterie et changement climatique. Les implications, bien, la première de ça, c'est un appel à considérer une plus grande diversité dans la valeur des paysages qui est considérée dans l'aménagement, qui sont considérés dans l'aménagement. Donc, toutes les utilisations puis la relation au territoire qui s'articule dans les communautés, dans le fond, la considération de ces valeurs-là aussi au même titre que les valeurs commerciales, économiques ou de conservation. Puis finalement, bien, ça ouvre une fenêtre, ce résultat-là, au niveau du développement de la capacité adaptative. Donc, c'est pas une question que j'ai creusée, moi, pendant mes travaux, mais si j'avais à faire une recommandation au niveau de la recherche, bien, c'est d'aller questionner cette capacité adaptative-là pour savoir d'où est-ce qu'elle vient, puis comment est-ce qu'elle peut être renforcée dans les communautés. Ensuite de ça, bien, l'objectif 2, c'était de développer une méthode pour mettre en commun les savoirs autochtones et scientifiques. Nos constats avec ça, c'est d'abord la recherche collaborative. C'est pas un luxe, là, c'est vraiment important. Puis c'est ça qui permet d'arriver avec une méthode de modélisation comme on l'a fait. Ça prend une implication à la fois des institutions scientifiques et un engagement fort des communautés
dans le projet de recherche là, dès le début pour formuler les questions de recherche. Je pense qu'une des forces de ce projet-là, c'est que nos questions étaient directement en lien avec les préoccupations qui avaient été formulées par les partenaires des communautés en début de projet. Ensuite de ça, ben, ça nécessite d'allier des méthodes qualitatives plus typiques des sciences humaines et plus souvent utilisées en sciences humaines et quantitatives qui sont plus souvent utilisées en sciences naturelles, qui donnent aussi une force au projet puis qui lui permettent de s'ancrer encore une fois dans les conceptions et les préoccupations locales. Puis finalement, d'un point de vue un petit peu plus statistique, modélisation, les approches probabilistes semblent les plus appropriées. Je suis pas la première à faire ça. Ça s'est fait beaucoup, notamment en Australie, mais ça a un gros potentiel d'aide à la décision, d'accueil des savoirs locaux, tout ça. Puis ben, les implications, cette méthode-là peut être appliquée à d'autres questions dans d'autres communautés aussi. Puis, ben, il y a clairement un potentiel aussi pour raffiner nos méthodes d'élicitation. Ça veut dire les petits points là, dans les cases pour aller chercher les jugements d'experts. Nous, c'est la première fois qu'on faisait ça. On a eu plusieurs étapes pour améliorer notre design, mais c'est sûr qu'il y a un champ à explorer de ce côté-là là, pour améliorer et raffiner ces méthodes-là. Donc, sur ce, ben, je vous remercie beaucoup de votre attention et de l'invitation. Merci à Yann pour avoir organisé tout ça et m'avoir accueilli et permis de présenter mon projet. Merci aussi à toutes les personnes qui ont été impliquées à un moment ou à un autre et un merci tout particulier aux experts du territoire qui sont présents depuis le début puis qui sont vraiment très généreux de leurs connaissances. Alors voilà. Sur ce, je suis prête à entendre vos questions. Merci Annie-Claude. Donc, c'est moi qui animerai la période de questions. J'ai la parole. Et puis, en fait, la manière dont on va fonctionner, ça va être en fait euh, soit vous pouvez poser votre question directement avec le micro. Donc, vous avez juste en fait à déplacer votre souris sur votre nom, lever votre main. Puis quand je vais vous identifier, vous pouvez vous enlever du mode sourdine et puis poser votre question directement. Et puis, on vous demande après ça de vous mettre en sourdine. Sinon, vous pouvez poser votre question directement dans la boîte de chat. Donc, on adressera ensuite la question à Annie-Claude. On vous demande aussi pour chaque fois que vous allez poser votre question de vous identifier votre nom et votre organisation. Donc, c'est pour avoir une idée de qui vous êtes. Et puis, donc c'est ça. La période de questions peut commencer. Je ne sais pas si on a des questions. Je vois que Yann Boulanger, tu peux te démuter et puis poser ta question directement si tu le désires. Bonjour, merci Annie-Claude. Franchement, c'est super intéressant, hein, pas de farce. Moi, j'étais vraiment super impressionné, là. En fait, j'avais une question au niveau de la capacité d'adaptation. Je sais que tu en as. Tu disais que c'est pas quelque chose que vous avez vraiment regardé, mais moi, je me demandais, c'est quand même quelque chose qui a été soulevé par les experts du territoire. Je me demandais si tu avais entendu entre les branches et durant les entrevues, les rencontres avec les gens de la place, que c'était quoi pour eux s'adapter, tu sais? Qu'est-ce que ça voulait dire? Puis est-ce que c'était de changer de leur manière de faire, changer de type d'animaux trappés? Je sais pas, là, j'essaie de voir Ouais, qu'est-ce que les autres ont soulevé. Tu peux mettre ta c'est caméra pas une... si tu veux, Annie-Claude. Ah ouais. Euh, je pense qu'il faut que j'arrête le partage pour ça. Ouais, ben j'ai pas, tu sais, posé la question exactement parce que c'était pas ça, mais j'ai quelques pistes là qui avaient été soulevées. Tout ce qui est
connaissances traditionnelles puis mobilisation des connaissances traditionnelles. Ça vient pas de mes entrevues, mais plus d'un forum où j'étais allée avec les cris à Ismaine. Puis les aînés, ce qu'ils disaient, c'est on s'adapte tout le temps. Ça fait des centaines d'années qu'on s'adapte. Là, le territoire, il commence pas à changer pour eux. Là. C'est un changement qui s'étale dans le temps. Puis ils disent, nous, on en a des savoirs sur le territoire. Puis ils donnaient l'exemple de la glace là, qui s'amincissait, puis tout ça. Il faut l'apprendre aux générations comment tester l'épaisseur de la glace pour être capable de se déplacer. C'est un petit exemple simple. Mais ça, c'est au niveau des connaissances, vraiment des savoirs traditionnels, puis du passage de ces savoirs-là, puis de leur mobilisation pour l'adaptation. Donc ça, c'est un exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres? Probablement. Là. Moi, je m'inquiète un peu, surtout à Ojibougoumou, pour les feux, au niveau de la gestion du territoire à plus grande échelle. Qu'est-ce qui arrive si un terrain de trappe passe au feu en grande partie? Est-ce qu'il y a des mécanismes à l'intérieur de la communauté qui peuvent permettre aux personnes qui vivent sur ce territoire-là de répondre à leurs besoins d'une autre façon? Là, je ne veux pas m'embarquer dans la gouvernance parce que c'est pas mon sujet, mais je pense que c'est toutes des pistes à explorer, là. Donc, prochaine question. Il y a Raphaël Piché. Vous pouvez vous démuter et puis poser votre question si vous le désirez. Parfait, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Allô Anne-Claude. Merci. Raphaël Piché, IDD PNQL, pardon. Premièrement, félicitations pour la présentation. C'était très, très, très intéressant. Puis ça nous a mis un peu en habitude le temps de une petite heure. Puis, question, c'est peut-être juste plus ça a été quoi la démarche pour utiliser la technique de demander aux experts, toute la démarche, comment inclure la recherche plus traditionnelle autochtone? Ouais. J'ai travaillé avec Crystal Mantica Pringle, qui à l'époque était à l'Université de la Saskatchewan, postdoc, puis qui maintenant est au Yukon. Qui, elle, a fait son doctorat en Australie. En tout cas, c'est une équipe d'Australie qui finalement s'est retrouvée à Saskatoon. Puis moi, j'étais allée à Saskatoon aussi. Donc, c'était un travail qui avait fait plus sur les écosystèmes aquatiques. Donc, il y avait déjà des broussailliers, élicitations d'experts autochtones, jugements, puis tout ça. Pour la Grande Rivière, le delta de la Grande Rivière aux esclaves. Donc, on est parti du travail qu'elle avait fait là-bas. Puis on a adapté un peu la méthode là, avec les petits points puis tout ça aux questions qu'on avait ici. OK, mais parfait. Ça a été fait en Australie un peu plus, mais beaucoup plus avec les experts non autochtones, là, mettons avec des ornithologues amateurs ou des trucs comme ça. Mais l'adaptation de ces méthodes-là au contexte autochtone, c'est relativement nouveau, là. Puis, est-ce qu'il y a des avantages et des désavantages d'utiliser ces méthodes-là? Est-ce que tu referais des choses différemment? Oui, ben c'est sûr, là, c'est tout un champ de recherche, là, les licitations, des jugements d'experts. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, de billets et compagnies qui sont à documenter. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a du travail à faire de ce côté-là pour rendre ces méthodes-là plus efficaces et plus justes aussi, là. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Merci. Prochaine question. Eliane Grant. Allô Anne-Claude. Salut Eliane. Moi, c'est Eliane, étudiante à l'UQAT, maîtrise en écologie et biologiste à Waswanipi. En fait, j'ai deux questions. D'abord, combien d'experts qui ont été consultés dans chaque communauté? Puis ensuite, ça a été quoi la réaction quand tu as présenté les résultats? OK. Il y a comme deux parties là, à la collecte de données pour monter le modèle conceptuel, puis après ça, les jugements. Là. La première partie, on a rencontré, si je ne me trompe pas, à peu près 12-12, moitié-moitié Ojibougoumou, Abitibi-Winnie. Deuxième partie, par cœur, je pense que c'est 10 ou 11 à Abitibi-Winnie, puis 7, je crois, ou 8 Ojibougoumou.
ça se répartit à peu près comme ça. Puis au niveau de la présentation des résultats, ben la première partie, c'est toujours un work in progress. Là, à chaque partie, dans le fond, je retournais les présenter puis tout ça. Fait que on l'a développé ensemble. Là. Je pense qu'ils trouvaient ça intéressant d'avoir aussi les 4 dimensions qui impliquaient la qualité, l'expérience, qui sont des aspects qu'on aborde moins souvent. Fait que ça a été positif de ce côté-là. Mais au niveau des résultats de la modélisation comme telle, là, c'est sorti cette semaine, les derniers résultats. Fait que c'est une primeur et je ne les ai pas présentés encore. Mais j'ai bien hâte de leur présenter ça. Merci. Merci pour la question et la réponse. Prochaine question, Maxence Martin. Oui, bonjour, Maxence Martin, donc stagiaire postdoc à l'UQAT et à l'UQAC. Moi, j'ai une petite question par rapport à la gestion forestière, parce que justement, les résultats sont vraiment super intéressants, c'est vraiment une approche originale, mais ce qu'on voit, c'est même si on continue de couper au niveau actuel, il y a vraiment un effet globalement assez négatif au niveau des communautés. Et la question, c'est est-ce que au niveau des Premières Nations, il y aurait de leur part des idées pour trouver un équilibre entre arrêter de tout couper ou, on va dire, soit on arrête de tout couper, soit on trouve des façons de faire l'aménagement forestier qui fonctionnent par rapport à leurs besoins. C'est une bonne question. Je suis pas sûre que j'ai la réponse. Je l'ai écrit à la paix des braves, on n'a pas mis les contraintes de la paix des braves dans le modèle, mais il y a quand même des limites, puis des contraintes au niveau du terrain de trappe. Là. Par exemple, la quantité de jeunes forêts où la proportion de jeunes forêts est limitée à l'échelle du terrain de trappe. Donc, je pense que ça, c'est une piste intéressante d'avoir des contraintes d'aménagement, pas juste à l'échelle de l'UAF, mais à l'échelle de l'utilisation du territoire. Ça, c'est vrai, justement, dans le territoire conventionné, chez les CRI, chez les Anishinaabe, c'est pas comme ça. Ça se passe un peu autrement, la régulation, mais il y a tout l'aspect aussi air protégé qui apporte une marge de manœuvre de plus, là, mais il y a beaucoup d'acteurs, puis c'est toujours un... Je ne sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Là. Mais oui, je suis certaine qu'il y a plein d'idées dans les communautés et de volonté au niveau de la gestion du territoire. Là. Parfait, merci. Merci. Prochaine question, je crois que dans la boîte de chat, Hervé Deschaines avait une question. Donc, Hervé Deschaines, tu peux te démuter et puis poser ta question directement. Ou tu peux aussi écrire ta question sur la boîte de chat, dans la boîte de chat. Monsieur Deschaines, est-ce que vous nous entendez? Ouais, je crois que on dirait que son micro n'a pas l'air de fonctionner, peut-être. Parce que Peut-être qu'il peut écrire sa question. ouais, peut-être que M. Deschaines, vous pouvez écrire votre question dans la boîte de chat et puis on va la poser. Euh, Je ne le vois plus dans la liste de participants. Bon, Donc, on l'a perdu. j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions par rapport à la présentation de Madame Bellil? Je vois pas d'autres questions dans la boîte de chat.
Et je vois pas d'autres mains levées. Donc, je crois que on pourrait fêter la conférence là. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait arrêter la question. Ben, écoutez, merci Annie-Claude de cette très belle présentation, de ce beau travail réalisé avec des communautés autochtones. Et puis, je vous félicite. Merci. C'est énorme ce que vous avez fait. Donc, eh bien, merci. Donc, en terminant, en fait, je voudrais rajouter que je vous invite au prochain webinaire de cette série Un regard vers le futur, les impacts des changements climatiques sur la forêt québécoise et les outils d'adaptation, qui aura lieu le 17 février prochain et qui s'intitule Intégration des changements climatiques euh, et développement de la capacité d'adaptation dans la détermination des niveaux de récolte au Québec. Les conférenciers seront Bruno Forêt, Jean Girard et Stéphane Yamazaki du Bureau du forestier en chef. Merci à tous de votre participation et je vous souhaite une très bonne journée. Donc, au revoir. Bonne journée tout le monde.